swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sale Soir avec Monsieur Charles R. Jourdain. Alors, on va commencer déjà. Bonjour Charles. Première question. Ce surnom, alors, c'est par rapport à Michael, c'est ça? Ouais, mais c'est des gens au Québec qui m'ont donné ça après mon premier combat professionnel. J'ai atteint la personne avec un coup de genou à la volée, un flying knee. Puis les gens m'ont dit, il est tout le temps dans les airs, ce jeune. Fait qu'on va l'appeler Air Jourdain. Puis là, ça ressemble à Air Jordan. Mais là, je suis sceptique. Là. Je ne sais pas si je le garde parce que je ne veux pas arriver et commencer à me brander puis me faire attaquer par les avocats de Michael Jordan. Mais non, mais c'est cool. C'est juste un petit surnom puis tout. Mais les gens, des fois, quand les gens me reconnaissent, ils m'appellent Air, Charles, puis tout. Y a pas de, je ne suis pas Air Jourdain. C'est pas ce qui me représente. C'est juste un nickname de fantaisie. C'est le fun, c'est cool. Mais ça ne me représente pas absolument. Mais qui te va bien. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant dans ta carrière, c'est que tu es arrivé à l'UFC. Depuis ton arrivée, tu n'affrontes que des noms. Donc, Ouais. d'abord, quand même, Green, qui est pas mal. Doo Ho Choi, ensuite, qui est pour ma part, je pense, ta plus belle victoire. Parce que là, vraiment, les gens, ils se sont dit, OK, c'est le futur. Et puis là, tu as eu André Fili il y a quelques semaines. Pareil, yes. Encore un client. Comment ça se passe, en fait? Parce qu'on a l'impression que tu es un prospect, mais directement, tu as été mis... lâché parmi les requins, finalement. Ouais. Ben, c'est sûr, quand tu vois des gars comme, exemple, Cody No Love, non, excuse-moi, pas Cody, c'est Sean O'Malley, tu sais, celui avec les cheveux un peu fantaisie. Exactement. Tu sais, il se fait nourrir un petit peu des gars un petit peu plus... Exactement. Tu sais, c'est pas des gars comme le même calibre que ceux que j'affronte, mais c'est correct aussi parce que, tu sais, je sais pas si ça a un rapport avec le fait qu'il est américain ou peu importe, mais en même temps, moi, j'aime ces combats-là parce que ça m'a permis de recevoir une grande notoriété quand même assez rapidement. Fait que, oui, je me fais jeter chez les requins. Oui, tu sais, j'ai une victoire, 2 défaites à l'UFC, mais comme tu dis, j'ai affronté de la grosse gamme. Tu sais, Andrew Fili, il a perdu contre très peu de personnes. Il a perdu contre Max Holloway et des gens comme ça. Fait que, tu sais, Max Holloway qui a été le plus grand champion des 145 ever. Fait que, c'est sûr que c'est des gros noms. C'est sûr que c'est plate quand tu perds parce que tu fais seulement la moitié de ta bourse. Mais je pense que mon nom il est sorti. T'sais, les gens ils ont vu que j'étais capable de me combattre avec quelqu'un du top 15 puis d'être présent. T'sais. Je trouve que c'était un bon combat. Je suis en train de le regarder là, justement. Juste avant que tu m'appelles, je l'écoutais parce que je ne l'ai pas encore écouté. Je voulais une semaine off, je voulais une semaine tranquille. Là, je suis rendu au 2e round. Puis non, je trouve que j'ai bien performé à date. J'aime ce que je vois. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à travailler. Mais même André Fili me l'a dit après le combat. Il m'a dit, Charles, tu as seulement 24 ans. Il dit, je suis arrivé à l'UFC comme toi, j'avais 23, parce que quand je suis arrivé, j'avais 23. Puis il dit, t'as encore du gras de bébé, là. Tu sais, t'es pas à ton pic. Moi, j'ai 30 ans, je suis en forme, j'ai combattu les meilleurs des meilleurs. Puis il dit, t'as ta place. Il dit, mais prends ton temps. Fait que, tu sais, quand il y a des gens qui aiment mon sport, qui me disent des conseils comme ça, je suis un petit peu. Tu sais, je ne vais pas écouter tout le monde, mais quand quelqu'un qui partage l'octogone, qui que je suis en train de marcher les mêmes pas que lui, me dit quelque chose comme ça, c'est comme, OK, c'est vrai que la prochaine fois, tu sais, on a parlé avec l'UFC, puis on dit, OK, on va réduire. Parce que tout le monde à l'UFC est dangereux. Tout le monde est difficile, mais je pense qu'ils vont commencer à me servir des adversaires qui ont le même résumé que moi, oui. Des nouveaux gars à l'UFC. Ce ne sera pas plus facile, ce ne sera pas plus difficile. Ça va être encore des challenges différents, mais je pense qu'à partir de maintenant, ils vont dire, OK, prends ton temps. T'es jeune, t'as le temps. Puis, tu sais, je veux pas me brûler. Je veux pas, à 25 ans, prendre ma retraite. Fait que je vais prendre mon temps, ouais. Mais c'était quoi, en fait, cette motivation derrière tout ça? Parce que c'est vrai que, voilà, comme tu as dit, tu étais un prospect et directement, tu t'es dit quoi? J'ai envie, je sais pas moi, d'intégrer le top 5 en un an ou parce que j'imagine que l'UFC, chaque fois qu'il te propose des adversaires, il t'en propose 3. C'est quoi? À chaque fois, tu prenais le meilleur ranké? C'était quoi un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça? Quand j'ai perdu contre Desmond Green, c'était un combat à 3 semaines d'avis. Puis je venais de faire une grosse guerre de 50 contre Damien Lapillus. Complètement. Français, qui était un de mes combats les plus difficiles à vivre. Oui, même si j'en ai perdu, le combat contre Damien, ça a été le plus difficile. Mais c'est ça, j'étais encore magané. Quand je rentrais dans l'octogone contre Green, j'avais encore la jambe qui faisait tellement mal du combat contre Damien. Puis c'est ça, j'ai perdu par décision. Puis après ça, je pense que quand ils m'ont dit « Est-ce que tu veux te battre contre Doo Ho Choi? » C'était comme en anglais, un do or die. Là, c'est... Si tu gagnes, tant mieux, on est le prospect qu'on voulait. Tu es le prospect qu'on voulait. Si tu perds,
t'es pas la personne qu'on cherchait. Fait que je pense que l'UFC m'a mis contre le mur et il a dit ah ouais, bats-toi contre ce lion-là. Puis si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, ben, on va te laisser une autre chance. Après ça, tu t'en vas. Fait que j'ai été en Corée, en territoire ennemi. J'étais content. J'ai rencontré. Je connaissais déjà Cyril Gane grâce à TKO. Cyril était là. Marc-André Barriault était là. C'était vraiment cool comme combat, mais c'était très hostile. Là. Les trois, on n'était pas à notre place. Puis on a tous bien combattu. Puis après ça, quand c'était pour Philly, après mon combat contre Duo Choi, j'ai demandé des gens comme Edson Barbosa, Kron Gracie, André Philly. On faisait partie, c'était comme, OK, donnez-moi la crème de la crème parce que c'est bon pour ma notoriété. C'est bon. Les gens, mes réseaux sociaux ont littéralement explosé, même si j'ai perdu par décision partagée. La notoriété est grande. Fait que j'aime ça quand tu prends des risques, tu as des grandes récompenses face à ça. Complètement. Mais là, ça me fait comprendre un petit peu plus, ça me fait prendre un petit peu de maturité, là, de me dire, OK, rappelle-toi, tout le monde dit c'est un marathon, pas un sprint. Puis moi, j'étais comme, non, c'est un sprint, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Puis j'étais comme, OK, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint, mais fais ce qui est le mieux pour toi. Puis en ce moment, le meilleur choix pour moi, c'est de prendre mon temps un petit peu plus. Et quand tu vois des combattants, justement, qui va combattre la semaine prochaine, là, comme Mike Perry, il y a des gars comme ça qui, malgré les défaites, sont quand même des favoris des fans. Et toi, quand il y a ces combattants-là et d'autres qui vont prendre un petit peu plus leur temps, mais qui vont avoir un bilan impeccable, toi, c'est quoi que tu as envie d'avoir comme carrière? Un peu entre les deux ou au contraire être apprécié pour ce que tu apportes et parce qu'on sait que quand il y a Charles qui arrive, bah, ça va être le show. Ça va être le fun. Mais écoute, moi, j'aime me mettre des buts dans la vie, mais des buts atteignables selon un certain laps de temps. Mon but à long terme, c'est d'avoir la ceinture. Mais mon but, quand je suis arrivé à l'UFC, c'était pas d'avoir la ceinture. Mon but, quand je suis arrivé à l'UFC, c'est comme un cowboy qui arrive là, en ville. Là, il brise la porte avec ses pieds et dit hey, « What's up? Je suis là pour le show. » C'était un petit peu ça mon but. Je pense que j'ai atteint, malgré les deux revers, j'ai quand même atteint ça. J'ai atteint une certaine popularité, une certaine notoriété. Puis comme tu dis, les gens, ils savent que oh mon Dieu, Charles Jourdain, il va se battre, il faut checker ça. Ça va être le fun comme combat. En seulement 3 combats à l'UFC, d'avoir cette notoriété-là, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'était vraiment ça mon but, même si c'était de gagner. Mais tu sais, la ceinture, c'est le but à long terme. Je sais que je ne l'aurai pas cette année, puis probablement pas l'année prochaine. Probablement dans 3 ans, si je fais bien mes choses. Mais je ne voulais pas arriver là, puis commencer à faire des combats plates, des combats serrés, puis c'est pas moi, c'est pas mon style. J'aimais mieux arriver et dire, OK, je veux montrer qu'il y a un nouveau cowboy en ville, puis il est prêt à faire un shootout avec n'importe qui. La ceinture, c'est à long terme. Je la veux, mais je regarde des gars comme Cyril. Cyril, même si c'est un poids lourd, il combat tellement intelligemment, ce gars-là. C'est incroyable. Il a un striking impeccable, mais il ne va pas forcer les choses. Puis juste avant de regarder mon combat, je regardais Cyril contre Tanner Buzzer, justement, qui était en Corée. Puis le calme, la précision, le pouvoir, la maturité dans ce qu'il faisait, moi, j'ai trouvé ça assez inspirant. J'étais comme, OK, tu ne peux pas te rendre à tes buts si tu continues de faire des bons shows et perdre. Il faut vraiment que tu step up ton game. Fait que ça va me faire du bien de faire une rétrospective sur ce que j'ai accompli, prendre mon temps, puis revenir en force pour le prochain. Et quand tu vois cette catégorie featherweight qui est absolument dense, est-ce que j'imagine que tu as le choix entre des combats un petit peu fun et puis d'autres où on va dire qui sont extrêmement compétitifs? Par exemple, là, c'était le samedi, il y a eu Emmett contre Burgos qui était complètement dingue. Incroyable. Excuse-moi. J'ai capoté quand j'ai regardé ce combat-là. Je savais que ça allait être fou. Là. Puis Shane Burgos était une personne que j'aurais adoré combattre. Mais pour l'instant, je me suis dit, OK, c'est pas grave, ne sois pas pressé avec ça. Parce que je me dis, plus les combats vont être difficiles, plus tu vas te combattre contre des monstres, plus l'argent doit être quand même sur la ligne. Complètement. Je vais être honnête avec vous. Je peux dire ouvertement mon salaire avec les taxes que j'ai dû à payer, etc. Je pense que j'ai fait 9 000 $ US. Fait que je ne sais pas c'est combien en euros. D'accord. À contre André Philly, ce que tu as récupéré, donc toi, tes revenus avec 9 000 $ pour toi, c'est ça? Exactement. Fait que c'est pas un salaire énorme, surtout prenant en considération que j'avais quasiment fait 100 000 $ à mon dernier avec le bonus, avec tous les trucs. Fait que quand je suis revenu avec ça, j'avais beaucoup de peine. J'étais comme, OK. Parce que là, je comprenais un petit peu plus les combattants qui prennent leur temps et qui veulent pas prendre de risques pendant le combat parce qu'eux autres, ils se disent, j'ai une famille à nourrir, j'ai des choses à acheter puis tout.
Puis même si je gagne pour une décision plate, au moins je gagne mes sous. Mhm. J'avais jamais pensé comme ça, puis je pense pas que ça va m'affecter nécessairement pour ma prochaine performance. Je pense que j'ai fait mon nom, je me suis rendu où je suis en me disant j'ai pas 15 minutes pour gagner, j'ai 15 minutes pour finir mon adversaire. Puis je dois continuer avec cette mentalité-là parce que ça a fait de moi la personne que je suis. Mais en même temps, ça m'a permis de comprendre pourquoi il y a des gens qui ont une game beaucoup plus basée sur la victoire que sur le spectacle, puis sur les performances, puis tout. Fait que de revenir avec si peu d'argent, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Puis ça m'a vraiment montré que je ne le fais pas pour l'argent, le combat. J'adore ça, je suis passionné par ça. J'ai eu des beaux échanges avec André, puis avec son team, les gars d'Alpha Male. Puis tous les gars, ils ont dit, gars, t'es tough, t'as 24 ans, t'es bon. C'est cool de recevoir des compliments des personnes qui sont dans ce milieu-là, qui ont déjà marché ces pas-là. Tu sais, Uriah Faber, celui qui est le head coach, il a dit, man, j'ai rarement vu un jeune homme tough comme toi. Nanana. Puis j'étais comme, wow, man, venant d'une personne comme toi, c'est incroyable de recevoir des commentaires comme ça. Fait que, c'est ça. Je suis pas revenu avec beaucoup de sous, mais ça m'a montré que j'aime mon sport. Puis je vais jouer plus intelligemment mes prochains combats, mais ça ne changera pas le fait que je veux aller tout le temps pour arracher la tête de mon adversaire, chaque coup. Et c'était comment cette expérience-là de combattre en pleine période coronavirus dans un octogone aussi qui était quand même plus petit que d'habitude? Est-ce que pour toi, ça a changé beaucoup de choses? Avant, on va dire la partie coronavirus, mais cette partie octogone plus petit que d'habitude. J'ai adoré parce qu'à TKO, c'est un octogone pareil comme ça. D'accord. C'est un petit octogone, fait que ça favorisait les échanges. Je me souviens à un moment contre Damien, j'étais sûr qu'il y avait énormément de place en arrière de moi, puis je me suis ramassé le dos face à l'octogone. Puis il était déjà là en train de m'attaquer. C'est suffocant un octogone comme ça, mais ça priorise les échanges. Fait que, sérieusement, j'ai adoré l'octogone. Si tu veux parler du fait qu'il n'y avait pas de crowd, comment ça a été, j'ai adoré. Il y avait comme un style de bagarre de rue ou bagarre de bar. Il y a plein de monde qui regarde, mais il n'y a pas un crowd. C'était vraiment... Quand je lui lançais des coups, quand il m'a lancé, on entendait l'impact, le son. Puis il y avait quelque chose de pur là-dedans. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis je pense que j'aimerais ça le refaire. Pas tout le temps, et entendre le corner adverse et même les commentateurs, est-ce que toi, ça t'a pas influencé, mais tu vois, justement, quand t'entends eux demander de faire des ajustements, est-ce que toi, tu t'adaptais aussi en fonction de ça? Et il lui parlait souvent de faire son setup avec son kick à la tête, puis j'entendais son corner. Même s'il ne disait pas les mots exactement comme high kick to the head, 1-2, go low, then go high. C'était des trucs que moi, je comprenais super bien. J'avais averti mes gars dans le coin, j'ai dit, les gars, vous me parlez juste en français parce qu'il n'est pas question qu'ils sachent ce que je fais. Fait que c'est cool parce que pendant le combat, tu entends mon petit frère Louis qui me dit toutes mes consignes en français, puis qu'il y avait vraiment une belle évaluation de la situation. Puis Philly, il pouvait pas savoir qu'est-ce qui allait s'en venir. Mais non, son expérience, je pense, qu'il a vraiment fait la différence dans ce combat-là. Et est-ce que, justement, tu allais parler de la foule, le fait qu'il n'y ait pas le public, ça aussi, est-ce que ça t'ajoute, entre guillemets, une pression? Parce que c'est vrai qu'on peut voir de temps en temps dans les combats, il y a le public qui va se mettre à siffler et les combattants vont changer d'attitude. Pour toi, est-ce que c'est mieux, là, le fait qu'il n'y ait personne, comme ça, tu es concentré sur ce que tu veux faire? C'est un bon point, puis j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, je pense que s'il y avait eu un crowd, peut-être que ça m'aurait donné, ça aurait pu me donner une énergie de plus. Non, maintenant que tu le dis, bravo, sérieusement, je n'avais pas pensé à ce point-là, mais c'est vrai que quand je me battais contre Duocha, à un moment donné, au deuxième round, la foule a commencé à monter, puis je me suis senti pressé d'agir. Là, j'ai performé sans cette pression-là du crowd. J'ai essayé d'être plus calme dans mes échanges. Mais non, je pense que ça aurait pu me donner une énergie de plus pour de vrai. Et donc là, toi, là, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es un prospect, tu es Canadien, et il y a tout ce qui se passe avec l'UFC, avec les grosses stars qui sont mécontentes, on va dire, de leur salaire. Toi, sachant que tu sais ça, que tu es jeune aussi, est-ce que tu as, je sais pas moi, envie, et puis j'imagine que là, comme tu es au bout de tes 3 combats, il va bientôt y avoir des renégociations, est-ce que tu te dis, ok, avoir des bons adversaires, c'est bien, mais être bien payé aussi, ça compte énormément. Est-ce que tu es dans cet esprit-là ou qu'est-ce que tu vas prioriser pour la suite? Il y a certaines personnes qui sont En fait, quand c'est question d'argent, ça dépend dans laquelle situation tu es.
c'est sûr que, mettons, un père de famille de 3 enfants a lâché sa job pour faire du MMA, puis là, il y a des gens à nourrir. Moi, j'ai pas les mêmes fardeaux que les autres. Le fait que je suis jeune, le fait, comme tu dis, je suis un prospect, j'ai tellement de choses qui m'attendent en avant de moi, puis j'ai pas besoin de, pas de traîner. Je dirais pas qu'un père traîne ses enfants, mais j'ai pas ce fardeau-là de me dire, si je gagne pas, ben ma fille n'aura pas de vêtements pour aller à l'école, des trucs comme ça. Fait que, non, je ne performe pas avec une pression de me dire il faut absolument que je gagne pour l'argent. Non, il faut absolument que je gagne pour moi, juste pour ma propre personne à moi. Fait que j'ai jamais dans l'arrière-passé de me dire que je fais ça pour les autres. Ça me donne une espèce de liberté, puis ça me permet de combattre comme je le fais. Mais pour ce qui est d'argent, c'est sûr qu'à un certain point, comme tu dis, mercredi, je m'en vais avec mon agent Stéphane Patry. On va parler parce qu'ils ont officiellement dit qu'ils voulaient me revoir pour 4 autres combats. Super, ce qui est génial. Voilà. J'étais vraiment content. Puis là, il reste juste à savoir les prix, combien ils peuvent me donner. Mais c'est sûr que je peux pas me rebattre pour la somme que j'ai faite la dernière fois contre André. Mais par contre, je vais jamais jouer avec les menaces, puis je vais jamais jouer. Je vais pas aller sur Twitter dire à l'UFC, oh mon Dieu, j'ai juste été payé ça. Je vais jamais me plaindre. Parce que l'UFC se rappelle quand tu fais ça. Puis l'UFC, c'est une compagnie que travaille avec elle, puis vous allez aller loin ensemble. Essayez d'y tirer dessus, elle va te tirer dessus elle aussi. Là. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a certains combattants, comme Masvidal, John Jones, qui sont dans une situation où c'est correct pour eux d'en demander plus. C'est comprenable. Mais moi, je ne peux pas arriver et commencer à tirer du gun sur l'UFC et dire « Hey, moi, je veux 100 000 pour show puis 100 000 de plus si je gagne. » Des trucs de même. Ils vont dire « Hey, kid, retourne en arrière de la ligne. » Fait que c'est difficile pour les fighters d'avoir une union, d'avoir quoi que ce soit parce qu'on n'est pas comme une équipe de hockey. Une équipe de hockey, c'est quand même 30 joueurs qui ont de la famille, c'est quand même beaucoup de monde rallié. Mais au Canada, on est peut-être 5 combattants. En France, je ne sais pas combien vous êtes, mais je sais que Cyril, Francis Ngannou, si ça compte, mais il n'y a pas d'équipe de gens qui disent « Venez-vous-en, on va signer, on va créer une alliance pour que les combattants soient plus payés. » Tout ce qu'il y a, c'est des combattants du passé, comme Sam Stout. J'ai vu plusieurs Canadiens se plaindre que dans le temps, à la UFC, ils ne faisaient pas d'argent et tout, mais je suis comme... Leur opinion, malheureusement, ne vaut rien parce que leur carrière est terminée. Fait qu'ils ne peuvent pas arriver et dire « Ah, moi, je veux que les nouveaux combattants aient ci, aient ça. » L'UFC vont juste rire et ils ne vont rien faire pour ça. Fait que c'est délicat comme situation. Mais toi, tu penses que ce serait possible, justement, qu'il y ait une union? Parce qu'en plus, comme tu es Canadien, bah, tu vois ce qui se passe en NHL où tu as un partage des revenus qui est équitable. Ouais. J'imagine qu'en CFL, c'est un peu la même chose. Je sais pas, je suis pas vraiment familier avec ça, mais peut-être. Et justement, toi, tu te dis, pour les jeunes comme toi qui arrivent et qui sont quand même vus sur ESPN et partout dans le monde, c'est vrai que quand tu as un certain stade et que tu es une star, bon, bah, c'est bien, tu es à l'aise financièrement, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être plus compliqué. Donc toi, tu voudrais qu'il y ait justement une alliance comme ça? Moi, je sais pas. Personnellement, je pense pas. Personnellement, je pense que le fighting business, c'est quelque chose de cruel parce que c'est pas un sport comme les autres. C'est vraiment... c'est pas... on s'en va pas jouer au tennis. On s'en va pas... Je pense pas qu'une union peut changer quoi que ce soit parce que l'UFC vont prendre ça comme « OK, ce gars-là veulent jouer contre nous. » Fait qu'on va y mettre... il y a plusieurs gens, quand ils arrivent à leur fin de contrat ou quand ils ont créé des torts à l'UFC, les UFC leur disent « OK, tu te bats contre lui, c'est la seule personne qu'on te donne. » Puis ils se font combattre contre des monstres. Ouais. Puis après ça, ils disent « Ah, t'as perdu, bon, on te met dehors. » Il y avait un combattant, Jérémy Kennedy, au Canada. Il a gagné ses 3 premiers combats à l'UFC. Il en a perdu 1. Ils l'ont mis dehors. Pourquoi? Parce que le gars, il s'était mis à chialer sur les salaires. Ses combats étaient plates parce qu'il combattait vraiment pour gagner parce qu'il avait besoin des sous. Puis l'UFC l'ont mis dehors. Fait que, je pense que créer une union, c'est plus créer une guerre contre l'UFC. Puis je ne sais pas à quel point ça peut être favorable pour les combattants. Ça peut l'être, mais moi, si jamais il y a une union, je ne serais pas partant probablement à rentrer dedans parce que à l'UFC, ils vont te payer en fonction de tes performances, en fonction de la star que tu deviens, puis en fonction des codes d'écoute que tu amènes. Fait que, c'est comme si un vendeur d'auto va voir son boss et dit « Hey, pourquoi le gars là-bas, il a fait 150 000 $?
Puis moi, j'en ai fait 50. Il dit, ben parce que lui, il a vendu 15 autos de plus que toi par mois ou par semaine. Fait que, tu sais, on n'est pas tous dans la même situation parce qu'on a toutes des carrières différentes. Fait qu'on ne peut pas tous demander l'argent de Conor McGregor parce qu'il n'y en a pas eu un autre Conor McGregor. Il y en a juste eu un. Fait que, tu sais, John Jones, il peut bien dire hey, je mérite 30 millions à mes combats. Côté performance, je suis absolument d'accord, mais côté pay-per-view, les gens ne veulent plus regarder John Jones. Ils savent qu'il est dominant. Puis, fait que c'est... Je ne sais pas si jamais il y a une union, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je ne pense pas que l'UFC vont trouver ça le fun. Puis je pense que les gars vont se faire mettre des bâtons dans les roues. Pas ouvertement, pas au public, mais l'UFC va mettre des combats difficiles pour eux pour pouvoir les faire. Ah ouais, toi, tu as perdu ton combat, tu sacs ton camp. Puis on va aller chercher d'autres personnes. Fait que l'UFC est une compagnie qui t'aime quand tu travailles fort pour eux, mais si tu travailles contre eux, moi je pense vraiment qu'ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Complètement. Et tu l'as bien dit, le sport que tu fais, c'est pas un sport comme les autres. Et toi, tu as bien compris l'importance des réseaux sociaux, de la communication. Et ça s'est passé quand ça pour toi? Dès le début, tu t'es dit, il faut que je travaille sur moi parce que je sais que si je le fais pas, j'aurais pas ces combats-là. Quand est-ce qu'il y a eu le switch chez toi? Moi, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Par le fait que je suis jeune, j'ai grandi avec Facebook, Instagram, toutes ces plateformes-là. Puis notre génération a beaucoup grandi avec une espèce de manque de confiance en soi, puis l'importance de se créer une image de nous-mêmes. Puis je parle en général, pas tout le monde, mais je parle beaucoup de gens de mon âge. J'avais besoin de ces likes, les pouces faisaient que ta vie allait mieux. Puis le fait d'avoir grandi avec ça, j'ai réussi à apprivoiser le monde des réseaux sociaux. J'ai réussi à m'amener à trouver l'équilibre de rester moi-même, pas me prendre pour un autre, puis quand même avoir beaucoup d'attention en restant moi. Parce que c'est beau aller chercher de l'attention quand tu te prends pour quelqu'un d'autre, mais un jour, tu vas te faire expose. Mais dans le sport de combat, tu peux pas être fake dans le sport de combat. Moi, c'est ce que je pense parce que tes performances vont démontrer tout ce que tu es, à quel point tu as travaillé. Puis il y a beaucoup de gens, des fois, je vois des gens combattants, professionnels de ci, de ça, futurs UFC champ, etc. Mais leur contenu, il n'est pas... le gars, il a un combat amateur de boxe, puis après ça, futur champion UFC, puis tout. Fait que faut que tu saches comment te démarquer toi-même, puis faut rester soi-même. Je sais que c'est super cliché, je sais qu'il y a plein de filles qui se font tatouer ça, be yourself, tout, mais c'est vrai. Dans le sport de combat, en fait, dans toute la vie en général, tu dois rester toi. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir rester moi-même puis quand même d'attirer l'œil de beaucoup de gens. Je me prends pas pour un autre. Puis, tu sais, j'ai pas trop de confiance, j'ai pas assez de confiance. Je reste moi, j'essaie de rester le plus humble possible. Puis, tant mieux si ça attire les foules. Tu sais, les gens disent « Charles, t'es une personne qui se bat pour le public. » Absolument pas. Je suis pas une personne qui se bat pour les gens parce que c'est moi qui est à risque de faire des commotions. C'est moi c'est mon salaire. Il y a tellement de choses. Je me bats pour moi. J'ai seulement la chance d'avoir un style qui plaît aux gens. Fait que, je ne vais pas dire, je vais pas là-bas, puis oui, je suis content quand le crowd est satisfait, mais je m'en vais pas là en me disant, OK, j'espère que le crowd va m'aimer. Non, je vais rester moi. Si le crowd m'aime, tant mieux. Puis, encore une fois, j'ai la chance d'avoir une attitude et un style de combat que les gens semblent aimer. Fait que je pense que je suis béni dans un certain point. Oui, mais évidemment. Et donc, tu es Canadien, l'héritier peut-être du greatest of all time, Georges St-Pierre. Est-ce que il y a une pression supplémentaire, on va dire, pour toi, le fait qu'il y ait eu quand même Georges St-Pierre, Rory McDonald aussi, dans une moindre mesure, qui était à l'UFC. Ouais. Et là, aujourd'hui, toi, tu représentes cette nouvelle génération quelque part. Oui, je pense qu'on est des athlètes complètement différents, moi et Georges. Oui, complètement. Incroyablement. Au du style, oui. Georges, surtout au niveau du style, au niveau de la personne, de l'aura qu'on dégage. Moi, quand les gens me parlent, t'es le prochain Georges. J'essaie de leur expliquer qu'on est deux personnes complètement différentes. Moi, je suis rendu à un stade de ma carrière où je combats des gens avec des styles différents que dans le temps de Georges. Tu sais, Georges se battait, OK, lui, c'est un spécialiste de boxe. Complètement. Lui, c'est un spécialiste de lutte. Georges combattait des spécialistes. Puis, tandis que maintenant, tu te bats contre un gars qui est ceinture noire en jiu-jitsu. Il fait de la lutte depuis que 5 ans. Maintenant, les gars sont tous bons dans tout. Je dis pas que mes challenges sont plus difficiles. Je pense sincèrement qu'on combat
dans notre ère qu'on est aujourd'hui, on combat des combattants plus complets que dans l'ère de Georges. Mais Georges combattait des gars de sa génération. Puis Georges, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des DVD, il n'y avait rien dans son temps. C'était juste une gang de gars dans un gym qui disaient « Hey, on essaye tout ça. » Puis tout. Fait que, tu sais, d'avoir... Il était le premier de cette génération-là. Puis c'est incroyable. Mais tu sais, même lui, ouvertement, il avait dit qu'il voulait arrêter de combattre pour plusieurs raisons, les stéroïdes et tous les trucs que les gens faisaient autour de lui. Pas autour de lui, mais dans l'UFC. Mais il avait dit aussi, les combattants de nos jours, c'est fou comment ils sont différents que quand moi, je combattais. Fait que tu sais, c'est comme comparer LeBron à Michael Jordan. Tu sais, c'est deux générations différentes. Les deux sont incroyables, mais tu sais, les deux font face à une génération différente de combattants. Fait que quand les gens me disent « Charles, t'es le prochain Georges », je dis « Non, on est deux personnes différentes. » Tu sais, c'est comme si on fait... Tu sais, comment je l'explique aux gens? Je dis « C'est comme la danse. » Exemple, Georges est plus un style valse, classique, c'est beau, c'est le fun à regarder. Moi, je suis un petit peu plus bachata, mais on est deux danses. On fait le même sport, mais on est deux choses complètement différentes, puis on s'exprime à notre façon. Puis il n'y en a pas un meilleur que l'autre dans le sens, je parle de nos styles. Je sais que Georges il est 1000 fois meilleur que moi. Georges, c'est le grand Georges. Puis je pense que jamais personne ne va pouvoir accomplir ce qu'il a accompli. Mais c'est juste pour dire, je n'aime pas quand je me fais comparer à Georges et me faire dire, est-ce que tu as la pression d'accomplir ce qu'il a accompli? Non, parce que Georges et moi, on a deux missions différentes. Puis même si je respecte à 100% tout ce qu'il a accompli, moi, je prends un autre chemin. Je veux aller un petit peu plus dans le style flashy, spectacle, le style mon style à moi. Je suis pas le prochain Georges Saint-Pierre, je suis le prochain Charles Jourdain. Mais c'est correct quand les gens disent quelque chose comme ça parce qu'ils veulent être flatteurs, ils veulent être gentils avec toi. Fait que c'est pas de la malice d'eux de te dire est-ce que tu as de la pression? Oui, j'ai de la pression de performer, mais pas par le fait que je veux être comme Georges. Oui, voilà, c'est ça. C'était plutôt dans ce sens-là où, par exemple, en France, tu vois, il y a eu Zinedine Zidane et ensuite tous ceux qui sont arrivés après, il y avait Karim Benzema, Johan Gour, exactement. Et toi, justement, comment tu gérais ça? Parce que j'imagine peut-être aussi que l'UFC, ils se mettent à se dire peut-être qu'on va faire un événement au Canada parce que toi, tu y es et te mettre sur la main card ou main ou co-main event. Est-ce que ça, on t'en a déjà parlé? L'UFC t'en a déjà parlé ou tu sais que c'est dans les plans? C'était dans les plans advenant une victoire de ma part. Là, avec le fait que j'ai pas eu la victoire, c'est sûr que ça s'éloigne un petit peu. Mais je pense que mon fame, mon côté star, ils ont beaucoup aimé. Ils ont aimé le fait que les gens sont... parce que, tu sais, ils ont battu des codes d'écoute au Québec. Ils ont battu des codes d'écoute, en fait, dans le monde pour la carte sur laquelle j'ai combattu. Puis tous les gens disaient que c'était une des pires cartes. Le main event était plate, puis tout. Il y a beaucoup de gens qui tweetaient que moi et André Fili, on méritait plus d'exposure sur la carte. Les gens ont adoré le combat. Fait que, tu sais, je pense que ma notoriété augmente assez, mais je comprendrais l'UFC de dire on va attendre que tu aies une bonne victoire. Puis après ça, on va te mettre au top d'une carte, exemple comme Cobb Swanson, la personne avec qui j'avais eu quelques échanges sur Twitter. Là, il avait dit si tu gagnes celui-là, tu te bats contre moi en novembre. Mais là, je suis pris dans un dilemme. Est-ce que je me rebats tout de suite ou je prends vraiment le temps de bien placer l'échiquier pour pouvoir combattre en novembre au Québec ou au Canada? Sinon, il parlait de faire un événement en France aussi, qui ce serait incroyable pour moi de pouvoir aller jusque-là pour combattre. Vraiment, ce serait vraiment un dream come true parce que, tu sais, à chaque fois qu'on voyage, on est un petit peu dépaysé. Ouais. Là, par le fait que tout le monde parle français, puis, tu sais, puis les gens, à quel point ils aiment la boxe thaïlandaise, puis tout ça, tu sais, je suis sûr que je pourrais avoir d'excellents échanges avec vous, les cousins français. Fait que, non, j'adorerais un événement soit en France, soit au Québec. Et quand tu regardes ta catégorie, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que vraiment, de prime abord comme ça, on se dit, il n'y a jamais eu autant de monde dans cette catégorie featherweight. Ouais. Moi, quand je la regarde, je suis vraiment impressionné. C'est sûr que le top 10, le top 15, il est vraiment fou. Là. Tous les combattants, ils ont l'air vraiment bons, vraiment forts. Mais tu sais, quand je fais une rétrospective sur ma performance contre André Fili, je me dis, OK, personne n'a couché André Fili comme moi je l'ai fait avec ma main arrière. C'est comme, OK, j'ai du pouvoir dans mes mains. Sinon, la seule personne qui a été capable de terminer duo choice, c'était Jeremy Stephens. Jeremy Stephens, qui est, à mon avis, un des gars les plus épeurants de la catégorie, avec Josh Emmett, Shane Burgos, puis plusieurs autres noms. Mais côté aussi skills, côté attributs, il y a beaucoup de gens qui sont très bons. Il y a les Bryce Mitchell, il y a les, comment il s'appelle, Kron Gracie, qui est incroyable. Tu as tout dans les featherweight.
Tu as des gars qui cognent fort, des gars qui se battent pour le spectacle, puis de l'autre côté, tu as des gars qui sont d'excellents tacticiens. Comment il s'appelle? Zabit. Zabit de... Magomed Sharipov. Ouais, Sharipov, ouais, exactement. Puis lui, il est juste incroyable techniquement, mais tu sais, je pense pas que c'est quelqu'un qui est vraiment capable de finir tous les adversaires avec lesquels il fait face, mais techniquement, il est assez incroyable. Il est grand, son frame, il a l'air big. Fait que c'est sûr que quand je regarde ça, je me dis, OK, c'est important pour moi d'avoir les bons outils nécessaires quand je vais combattre ces noms-là. Mais, tu sais, je suis pas dévasté non plus par la défaite contre Philly parce que Philly s'est battu, tu sais, comme on disait tantôt, contre la crème de la crème des poids plumes. Puis j'ai bien performé. C'est une décision partagée. Encore une fois, c'est les takedowns qui m'ont eu. Fait que c'est sûr que je dois faire un pas vers l'arrière, améliorer ma défense de takedown, modifier un petit peu plus mon stance et mon jeu de pied. Puis je suis sûr que je peux rivaliser avec eux, mais je suis quand même prêt à prendre mon temps. Un petit peu plus qu'avant mon combat contre Philly. Parce qu'avec une victoire contre Philly, je ne voulais même pas attendre pour Cub Swanson en novembre. On avait déjà parlé avec les patrons de l'UFC, puis on avait dit, OK, quand j'ai fini avec André Philly, je veux me battre contre Edson Barbosa, parce que c'est lui le plus épeurant en ce moment. Puis ils ont dit, OK. Ils ont dit, si tu gagnes, tu vas l'avoir ton combat. Puis là, j'étais comme, OK, good. Tu sais, je me frottais les mains, j'étais super content. Mais non, c'est ça, j'ai perdu par décision partagée. Fait que ça me dit, OK, calme-toi un petit peu. Tu as beaucoup de feu, mais apprends à contrôler ce feu-là. Oui, non. Complètement. Et là, tu parlais de tous ces noms et tu as dit que pour toi, Max Holloway est le plus grand featherweight de tous les temps, qui vient de perdre pourtant contre Alexander Volkanovski, qui n'a pas du tout le style le plus impressionnant, mais par contre, Volkanovski, c'est là où pour moi, vraiment, il fait la différence avec tout le monde, c'est qu'il vient à chaque fois avec un game plan, mais fait aux petits oignons. Ouais. Il le respecte à la lettre. Pour toi, est-ce que ça t'impressionne pas plus en tant que combattant de voir des combattants comme ça qui peuvent être extrêmement rigoureux et à chaque fois voir la faille et faire déjouer quelqu'un comme Max Holloway qui, je pense que personne ne le voyait perdre avant ce combat. Moi, je le voyais perdre. Même si pour moi, Max Holloway est le plus grand combattant, je voyais Max perdre par le fait que c'est très difficile. Tu sais, on pense des fois que combattre quelqu'un de plus petit, tu vas avoir l'avantage. Mais moi, c'est complètement l'inverse. Me battre contre quelqu'un de plus petit, je déteste ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de puissance. Tu sais, Alex Volkanovski, là, il pesait 220 livres puis il jouait au rugby quand il était jeune. Là, il a sa force d'homme. Il a, je pense, 32-33. Tu sais, c'est un père de famille. Il se bat à 145 livres. Il dit quand il est dans le gym en Nouvelle-Zélande avec Israël Adesanya, Dan Hooker puis tous ces monstres-là, il dit qu'il est obligé de se parer avec des gars de 170 et plus. Fait que, c'est des gars qui doivent peser environ 180. Puis il dit qu'il les lève comme des plumes parce qu'il est trop fort. Il a l'air hyper monstrueux. Fait que, quand je dis que Max Holloway, c'est le king pour moi, c'est que j'aime son fighting style. Il est grand, il est lancé. Puis il veut des guerres avec tout le monde. Puis c'est ce que j'aime le plus de notre sport. Puis à mon avis, Alex Volkanovski peut rester on top pendant vraiment longtemps. Je ne sais pas si Max peut vraiment le battre, mais ça n'empêche pas que pour moi et la plupart des fans, on aime beaucoup plus le style de Max qu'on aime celui de Volkanovski. Je pense que Alex Volkanovski va être très difficile à enlever de là. Puis je suis 100% honnête avec ça. Je sais que, comment il s'appelle, Triple C, là. Cejudo, oui. Henry Cejudo qui voudrait se battre contre. Moi, j'adorerais voir ce fight-là. Encore plus que j'aimerais voir Max prendre sa revanche. Fait que, non, je pense qu'Alex Volkanovski est littéralement un monstre. Puis je pense pas qu'il y a grand monde qui peuvent l'enlever de là pour l'instant. Et quand tu vois des combattants comme Henry Cejudo qui sont prêts à faire on va dire, un U-turn complet dans leur carrière qui était hyper discret. Et ensuite, il s'est dit, il faut que je fasse du bruit, il faut que je fasse ça pour justement pouvoir obtenir les combats que je souhaite. Est-ce que toi, tu te dis, je serais prêt à faire ça si un jour, tu te retrouves un peu dans une impasse avec ta KO, tu resteras toujours le même? Il faut que je reste moi-même. Je trouve que le problème avec Henry Cejudo, c'est qu'il avait vraiment le potentiel d'être considéré un des plus grands athlètes du monde. Puis là, avec le fait qu'il prend sa retraite, il pourrait tomber vraiment facilement dans l'oubli parce que, tu sais, c'était tellement cringe. C'était pas le fun à regarder. Tu sais, ces interviews, je les regardais jamais. Moi qui étais un fan de l'UFC avant même d'être un combattant, j'avais pas envie de regarder ses combats. J'avais envie de regarder ses performances. Puis j'avais pas envie de regarder ses interviews. Excuse-moi, je me suis un petit peu mêlé. Mais non, ces combats, je voulais les regarder parce que côté technique, incroyable. Vraiment, c'est un monstre, Henry Cejudo. Mais quand tu l'écoutes parler, quand il arrive au pesé, t'es comme...
J'ai pas envie, j'ai envie de regarder le tennis, là, ça donne une idée. Là. Fait que c'est inspirant pour certains, mais pas pour moi. Moi, j'ai pas envie de vendre mon âme, j'ai pas envie de présenter une personne que je suis pas. Mais ça prend de la confiance en soi parce que quand tu arrives avec un personnage comme ça, t'es mieux de livrer la marchandise parce que sinon, tu vas être la risée de tout le monde. Fait que Henry Cejudo, il avait la confiance de se dire je peux faire n'importe quoi parce que je sais que je vais gagner. Fait que ça, c'est chapeau à lui de faire ça. Mais en même temps, comme tu dis, s'il n'avait pas fait ça, les gens auraient juste pas regardé rien de lui. Les gens n'auraient pas acheté son pay-per-view quand il s'est battu contre Dominic Cruz. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, puis lui, ça a tranché dans le bon sens. Là. Il s'est pas coupé avec ça. Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont particulièrement inspiré, toi, dans ton parcours? Soit que tu as, on va dire, que tu as côtoyé, ou justement des gars où tu t'es dit, cette carrière-là, pour moi, ça signifie quelque chose? C'est pas nécessairement dans leur carrière qui m'ont inspiré, mais c'est dans leur façon de combattre. Moi, je suis le plus grand fan d'Anthony Pettis. Showtime, quand j'étais jeune, les gens me disaient tu me fais penser à Anthony Pettis. De la façon dont je combattais en amateur, j'avais comme 10 combats amateurs. J'ai même combattu en Thaïlande à plusieurs reprises. J'ai bougé pas mal, puis les gens disaient tout le temps tu as un style comme Showtime. Puis moi, je tripais, là, vraiment. Anthony Pettis, c'est mon combattant favori. Même s'il n'y a pas la carrière. Il a quand même été champion. Là, il se bat pour le fun, il se bat pour l'argent. Mais ça m'a fait de la peine quand j'ai vu, mettons, son combat contre Max Holloway. Là, il était assis sur le banc, il me dit non, j'ai mal à ma main, je veux arrêter. Puis tout, ça m'a fait décrocher sur t'es mon modèle de carrière. Mais t'es mon modèle de combattant quand même. Il est spectaculaire, il est le fun à regarder, il est sharp. J'aime beaucoup Anthony Pettis. Mais côté modèle de carrière, j'ai pas vraiment de gens qui m'inspirent. Que je regarde et je dis je vais avoir une carrière comme ça. Je suis comme non, je vais avoir ma carrière, je vais faire mes choses. Mais c'est très difficile de s'identifier à la carrière de chaque personne parce que chaque combat peut aller complètement différent. Puis toutes les gens que tu vas faire face sont complètement différentes des gens que lui a fait face. Fait que modèle de combattant, Jose Aldo, Anthony Pettis, Israel Adesanya, tous des bons strikers qui ont beaucoup de puissance dans les mains, ça m'a toujours fasciné. Ouais. Et quand tu vois ce qu'Israel Adesanya a fait avec toute cette technique du déplacement, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais, entre guillemets, implanter dans le sens où tu n'as quasiment, bien évidemment, pas besoin de défendre les takedowns parce que, avec ton style tellement évasif, tu les préviens même avant qu'ils n'arrivent. Et pour ça, il a instauré une mini-révolution. Et j'imagine que toi, tu te dis, est-ce que tu as envie, je ne sais pas moi, de t'entraîner chez Jane Berman ou alors implanter ça directement parce que tu as l'air de regarder beaucoup de combats. Oui. Comment je pourrais dire ça? Israel Adesanya, comme tu dis, il a vraiment révolutionné par son jeu de pied, par le fait que... Parce que les gens, dans le fond, quand tu te bats contre un lutteur, là, ce qui est dangereux, c'est quand le lutteur se met à avancer sur toi, puis qu'il dit ouais, attaque-moi parce que je vais être dans tes jambes. Un petit peu comme Andrew Philippe faisait au 3e round, il mettait beaucoup de pression, puis mes cornermen étaient comme Charles, pourquoi t'attaquais pas? C'est parce que je savais qu'il voulait changer de niveau, ça se représentait. Tandis qu'Israel Adesanya, il est capable de, ce qu'on dit en anglais, c'est de walk down, il est capable d'avancer sur toi, il est capable d'avancer sur les lutteurs parce qu'il est déjà prêt à bouger ses hanches. Puis ça, c'est vraiment inspirant. Pour ce qui est de l'entraînement, à Montréal, on a le Montreal Wrestling Club. C'est là que Georges a formé sa lutte. Les gens disent que Georges a une excellente lutte, puis il a été formé là-bas. Là-bas, c'est tous des gens qui s'en allaient justement aux Olympiques, qui ont été cancellés à cause du COVID. Les gars, c'est des monstres. Ils sont tellement bons, tellement gentils, mais tu sais, moi, je suis habitué, quand tu rentres dans une pratique, c'est 1h30 à peu près. Nous autres, là, c'est de 10h le matin à 1h l'après-midi, puis tu luttes, tu changes de partenaire, tu luttes. C'est la jungle. Je pense, sérieusement, les lutteurs, c'est les combattants qui m'impressionnent le plus. De toutes les disciplines que j'ai faites, pour moi, la plus difficile, c'était la lutte. Puis c'est ce que j'ai le plus aimé. C'est très puissant, c'est très difficile parce qu'on pense que c'est juste un plaqué comme au football. Excusez-moi, le football, pour vous, c'est oui, c'est le soccer. Le soccer, oui. Mais comment vous appelez le football américain? Football américain, exactement. OK, cool. Mais c'est ça, quand les gens voient un plaqué, les gens qui ne connaissent pas vraiment le sport, ils disent « Ah, c'est comme un plaqué comme au football américain. » Mais je suis comme « Non, il y a énormément de techniques dans la lutte. » Fait que je suis vrai. Là, pendant à cause de la situation COVID, je n'ai pas pu aller m'entraîner au Montreal Wrestling Club. Ça m'a vraiment dérangé. Je ne mettrais pas ça sur le dos du COVID, le fait que j'avais perdu, c'était entièrement moi. Mais c'était très difficile
Parce que tout le monde sait que c'est mon aspect que j'ai le besoin le plus à travailler, la lutte. Puis j'avais comme pas la meilleure endroit pour m'entraîner pour ça. Puis ça m'a un petit peu dérangé. Mais non, j'aimerais ça avoir Je suis très inspiré par Israël Adesanya parce qu'il peut avancer sur les lutteurs et leur dire « Shoot-moi, j'ai pas peur parce que je vais tout arrêter. » Puis cette aura-là, je le dégage pas encore. Je regardais mon combat, dans ma façon que je bouge, je dégage pas l'aura de « j'ai pas peur de tes takedowns ». En fait, je dégage complètement l'opposé. Je dégage de « let's go, on peut se battre debout ». Mais amène-moi pas au sol. Puis j'aimais pas ça. Ça apparaissait dans ma posture. Puis ça, c'est quelque chose que je dois travailler. Et là, je vais finir là-dessus. Tu as combattu aussi en lightweight. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te dis, ça pourrait être intéressant aussi de changer de catégorie? Ah, non. Non, man. Alors, je suis vraiment petit. Je suis vraiment petit comme personne. Quand j'ai combattu Damien était tellement gros contre moi. Desmond Green, pas si pire. Mais quand ils m'ont appelé pour me battre contre Desmond Green, ils m'ont dit, est-ce que ça tente de te battre à l'UFC? Tu sais, j'avais pas le choix de dire oui. Puis là, il dit, OK, tu pèses combien, là? Je suis allé me peser, je pesais genre 152 livres. Je suis vraiment petit. Je sais que vous autres, vous travaillez un petit peu plus en kilos, là, mais nous autres, ici au Canada, on est plus en livres. Puis, je suis trop petit pour faire 155. Je suis vraiment petit, même. Je suis même pas un gros 145. Là, j'ai pris beaucoup plus de masse musculaire. J'ai senti un certain développement avec le fait que j'ai vieilli. Mais mon combat de Duo Choi contre mon combat contre André Fili, j'étais beaucoup plus fort physiquement, beaucoup plus à l'aise, mais pas encore assez. Je regarde la plupart des hommes. La moyenne d'âge chez les poids plumes, c'est 29 ans, je pense, dans le top 15. Fait que, je suis encore loin de ça. Puis ces gars-là, ils ont vraiment une force de monsieur. Tu sais, quand tu es jeune encore, quand tu as des amis qui viennent chez toi, tu as 18, 19 ans, puis là, ils viennent serrer la main à ton père. Puis là, ils sont là, genre, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ça de la force de monsieur. Puis moi, je ne l'ai pas encore, cette force-là. Fait que d'aller recombattre à 150 livres, à 155, excuse-moi, ce serait vraiment pas une bonne idée. Je l'ai fait pour un challenge. Je l'ai fait pour atteindre le fameux Conor McGregor style de champion de double catégorie avant d'arriver à l'UFC. Puis c'était vraiment un challenge personnel que je voulais faire. Puis ça a bien tourné, mais les échanges dans le clinch avec Damien étaient tellement épeurants. Là. Puis Damien, je pense qu'il y avait un reach de comme quasiment 78 pouces là, de main. Moi, c'était à 69. Genre, j'en revenais pas comment il était très difficile à combattre, ce Damien. Puis, mais par contre, j'ai adoré l'expérience. Je suis fier de l'avoir faite, mais je ne retournerai pas à 155 de sitôt. D'accord, ok. Eh bien, formidable, Charles. Merci beaucoup pour cet entretien. Bonne continuation, monsieur. Thank you, my man. Au plaisir. Soit.